Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet atelier de lancement des rencontres thématiques du réseau Migration et Citoyenneté, coprésidé par le Forum et le Conseil départemental du Val-de-Marne. Cette première rencontre, à l'occasion de la Journée internationale des migrants 2020, portera sur les droits des migrants à l'épreuve de la loi Asile et Immigration et de la crise sanitaire. J'informe l'ensemble des participants que les échanges feront l'objet d'un enregistrement qui a vocation à n'être utilisé que par le Forum et le Conseil départemental à des fins de capitalisation. Pour introduire ce webinaire, je laisse tout de suite la parole à Madame Fathia Agoun, vice-présidente du Conseil départemental du Val-de-Marne, notamment en charge du droit des migrants, puis à Madame Yacine Diakité, vice-présidente du Forum. Est-ce que vous pouvez vous présenter quand même, parce que tout le monde ne vous connaît pas? Pardon. Donc, Hélène Cap, je suis chargée de mission à la direction des affaires européennes et internationales du Conseil départemental du Val-de-Marne et je suis modératrice de cet atelier pour aujourd'hui. Merci. Bonjour à toutes et tous. Merci Hélène pour cette introduction. Donc Fathia Agoun, vice-présidente chargée notamment des droits des migrants et migrantes au Conseil départemental du Val-de-Marne. Donc je suis ravie de lancer cet atelier qui s'inscrit aussi dans une volonté politique du département du Val-de-Marne à travers nos politiques en direction des populations migrantes. Effectivement, maintenant, il y a près de 4 ans, le département s'est engagé dans un programme européen Urbact autour des enjeux des migrations. Cette démarche a réuni plus de 70 acteurs et actrices val-de-marnais et val-de-marnaises autour de l'élaboration d'un plan d'action concerté autour des enjeux de migration. Cette volonté politique de la majorité départementale s'inscrit à la fois dans un objectif que les Val-de-Marnais et Val-de-Marnaises, d'où qu'elles viennent, sont des citoyens à part et des citoyennes à part entière. Ce plan d'action que nous avons adopté la majorité départementale en 2018 encourage à mener de nouvelles réflexions concertées en faveur de la mobilité individuelle et collective, de créer du lien entre les sociétés civiles ici et là-bas et surtout de promouvoir la citoyenneté des migrants et migrantes. Donc, l'une des actions phares de ce plan d'action concerne la création du réseau migration et citoyenneté sur le territoire du Val-de-Marne. Ce réseau qui a été lancé maintenant en février 2019 sous l'impulsion d'un comité partenarial qui est l'instance de gouvernance du réseau, dont le Forum et le conseil départemental assument la coprésidence. Donc, l'objectif de ce réseau migration et citoyenneté est de favoriser autour des enjeux migratoires l'interconnaissance des acteurs et des actrices val-de-marnaises et engagés sur des actions en Val-de-Marne en direction des publics migrants ou des pays d'origine. Son existence vise également à permettre à travers des rendez-vous tels que celui d'aujourd'hui, de renforcer mutuellement les capacités et de mutualiser les compétences et les moyens. Donc, une mobilisation forte des acteurs et des actrices val-de-marnais et val-de-marnaises aux côtés des publics vulnérables pendant la crise sanitaire, parce que nous sommes dans une crise sanitaire, sociale, économique qui a un impact fort aussi sur les populations migrantes, puisque effectivement cet atelier s'inscrit dans un contexte particulier, inédit, puisqu'en cette période de crise sanitaire, les acteurs et les actrices sont restés fortement mobilisés pour porter assistance aux personnes vulnérables. La crise sanitaire que nous vivons a donné lieu à des mesures strictes pour
limiter la propagation du virus, notamment la restriction de circulation des personnes a fortement impacté nos modes de vie et ces mesures ont eu un impact accru sur les populations vulnérables en creusant davantage les inégalités. D'ailleurs, la situation des populations migrantes s'est vue aggravée au regard des difficultés de mal logement, d'une alimentation plus compliquée d'accès, l'accès au droit à la santé et puis aussi par la rupture éducative et la fracture numérique sont des éléments à vraiment à prendre en compte dans la mesure, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. D'ailleurs, une étude a démontré, une étude de l'INSEE a démontré que la première vague de la pandémie a vu l'augmentation du nombre de décès a été 2 fois plus forte pour les personnes nées à l'étranger que pour les personnes nées en France. Plusieurs facteurs sont entrés en ligne de compte, tels que la résidence dans des territoires plus densément peuplés, la poursuite pour les travailleurs d'une activité en présentiel, un usage plus prononcé de transports en commun, donc plus précaire. Donc là, dans ce contexte-là, la nécessité de sécuriser des droits essentiels à des personnes migrantes a une résonance très particulière. Et donc, c'est pour ça que nous avions aussi imaginé, mais ça bien avant la crise, de développer les connaissances juridiques des membres du réseau en droit des étrangers dans une optique générale de renforcer des capacités en travaillant à la fois les éclairages théoriques et pratiques de terrain, afin aussi de garantir le respect des droits des migrants, d'autant plus que nous, le département, en tout cas les élus de la majorité, avec le président Christian Favier, nous avons et nous sommes toujours aux côtés des luttes que mènent les travailleurs sans papier, notamment sur notre département. Nous avons dernièrement été aux côtés des travailleurs de Chronopost pour leur régularisation. Donc, c'est aussi important pour nous, les élus de la majorité, d'être aux côtés des populations migrantes et surtout être à leur côté en tant que citoyens et citoyennes. Donc, en cette journée internationale des droits des migrants et migrantes et qui marque aussi les 30 ans de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs et travailleuses, migrants et migrantes, et des membres de leur famille, nous nous interrogeons sur effectivement les questions suivantes. Comment sécuriser les droits des populations migrantes, notamment dans ces périodes de crise? Où en est-on depuis la loi Asile-Immigration? Comment le droit des travailleurs et travailleuses migrantes et de leurs familles a été questionné durant cette période. Donc, ces éléments, ces questions vont alimenter et je remercie particulièrement les intervenantes qui vont nous éclairer durant cet atelier et je vous remercie de votre participation parce que c'est un moment important pour chacun et chacune d'entre nous dans cette période si incertaine et il faut aussi qu'on puisse être les mieux armés pour accompagner au mieux les populations de notre territoire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Agoun, pour cette introduction. Je propose de la poursuivre avec Madame Diakité, vice-présidente du Forum. Bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Madame Yacine Diop-Diakité, vice-présidente du Forum et aussi je suis vice-présidente de Femmes Interassociations. Le Forum, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le Forum des organisations de solidarité internationale issues de l'immigration. C'est une plateforme nationale qui réunit des réseaux de fédérations et des regroupements
d'OSIM, engagé dans des actions d'intégration et des actions de développement. Il a été créé en 2002 avec le soutien des pouvoirs publics français. Je suis aussi vice-présidente de Femmes Inter-Association Interservices Migrants, qui existe depuis plus de 30 ans, qui est aussi un réseau d'appui aux associations de femmes au départ, mais qui ne l'est plus, qui travaille aussi sur l'intégration et le co-développement et qui est membre du Forum. Voilà, d'où la présence des membres du réseau EFIA dans le 94 aujourd'hui. Alors, on parle de la journée internationale des migrants. Cette journée qui a été proclamée il y a 10 ans a pour but de dissiper les préjugés sur les migrants, de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans leur pays d'origine, mais aussi dans le pays d'accueil. C'est aussi, n'oublions pas, les 30 ans de la Convention internationale de la protection des droits de tous les travailleurs migrants et leurs familles. Alors, le Forum, avec des partenaires institutionnels tels que le Conseil départemental du 94, organise depuis 6 ans la Journée internationale des migrants en Île-de-France. Et cette journée est précédée par des JIM, Journée internationale des migrants régionales thématiques. Cette année est particulière car nous n'avons pas pu organiser des JIM régionales en raison de la crise sanitaire. Nous n'avons pas pu aussi organiser une JIM en présentiel. L'apport des migrants et des migrantes, des diasporas et de leurs associations dans le champ du co-développement, de la solidarité internationale, leur capacité à conduire des projets a toujours été analysée et reconnue. Ça l'est moins pour l'apport des migrants et surtout les migrantes dans leur pays d'accueil. Or, leur apport ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas au co-développement. Ils mènent des actions, ils servent d'interface entre les migrants, leurs familles et la société d'accueil. Ces actions non reconnues à leur juste valeur, exemple d'ailleurs la situation des médiateurs socioculturels, ces actions existent depuis toujours. Mais ces derniers mois, la pandémie COVID-19 et les crises qui en découlent ont montré d'autres réalités de la place particulière qu'occupent les migrants et les personnes issues de l'immigration dans la société. Elles sont en première ligne pour assurer les métiers essentiels au fonctionnement de la crise, de la vie quotidienne, pardon. D'ailleurs, les associations présentes vont nous développer tout ça. Alors, les structures membres du Forum, à l'instar d'autres organisations, ont mis en place des actions pour aider les migrants, mais pas que les migrants, pour aider toutes les populations qui sont en détresse face à cette pandémie. Et parmi les migrants, les plus touchés sont quand même les étudiants, comment on appelle ça, les personnes qui n'ont les sans-papiers, voilà. Et puis aussi, il y a les femmes, mais je pense que toutes les femmes sont concernées par ce qu'on appelle la violence conjugale en ces temps de pandémie. Et ces structures ont prouvé leur capacité de résilience et d'engagement à faire face aux crises sanitaires, économiques et sociales en contribuant à l'effort collectif et palliant parfois les manquements et les insuffisances des services de l'État et des institutions. Le Forum, avec
la mise en place du fonds urgence Covid a fait tout son possible pour appuyer ces organisations qui travaillent sur le terrain. Cet aspect va être développé par nos intervenants. Alors, aujourd'hui, la question pour nous, c'est de valoriser le rôle important et indispensable de ces migrants-là, leur capacité à s'adapter, s'auto-organiser pour apporter des réponses aux besoins des populations dans des situations d'urgence, de crise sanitaire ou autre. Identifier des pistes d'action et dégager des recommandations, d'une part, pour appuyer l'action des migrants dans la prévention et l'atténuation des crises sanitaires, leurs répercussions sur ces populations-là. C'est aussi poursuivre leur engagement face au coronavirus et sécuriser les droits essentiels des populations migrantes dans ces périodes de crise. Il s'agit aussi de promouvoir, de renforcer les solidarités et les interactions entre les différentes communautés de migrants et des personnes issues de l'immigration. Interpeller les autorités nationales, coopérer avec l'environnement institutionnel tel que le conseil départemental du 94, mais aussi les pays d'origine, les organisations de la société civile, sur la nécessité d'inclure les personnes migrantes et le regroupement dans les processus de définition et de mise en œuvre des réponses à ces situations de crise. Interpeller aussi les autorités nationales et locales françaises sur leur responsabilité à assurer le droit commun et la protection des migrants, notamment le renouvellement des titres de séjour, surtout pour les étudiants originaires des pays du Sud. Alors, les questions suivantes que nous devons nous poser aujourd'hui, c'est les actions. Quelles actions nous avons menées et nous pourrons continuer à mener au sein de nos structures face à ces crises humanitaires, et sanitaires, économiques et sociales. Et quels sont les effets immédiats de leurs actions auprès de leurs bénéficiaires ciblés? Vers qui nos actions vont être tournées? Est-ce que ça va être les réseaux proches, les premiers cercles, ou ça va être de façon plus large? Comment nous le faisons et avec qui? Donc, comment les associations adaptent leur mode habituel d'intervention dans la solidarité et le vivre ensemble? C'est ce que les associations présentes vont nous expliquer. Et donc, comment faire pour venir en assistance aux personnes en danger à travers, par exemple, des actions de proximité, de suivi de proximité, des actions d'urgence humanitaire, de première nécessité, de reconstruction. Quels sont les différents mécanismes de mobilisation des moyens humains, des compétences et de moyens financiers mis en place à développer et à mutualiser? C'est très important. Quelles sont les limites et les capacités d'action des migrants qui pourraient être renforcées aussi dans les actions d'urgence humanitaire? Avec qui? Évidemment, avec entre déjà les structures, donc mutualiser nos actions, mais aussi avec les autres associations de solidarité internationale ou de solidarité tout court, avec des structures comme les municipalités, les conseils départementaux, le conseil régional, etc. Et aussi comment nos structures dans les régions vont aussi faire face à cette crise et mettre en commun leurs pratiques. Voilà en gros ce qu'on peut dire sur la réflexion au Forum en partenariat avec l'environnement institutionnel
par rapport à cette journée internationale des migrants et aussi par rapport au travail que nous faisons avec le conseil départemental du 94. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame Diakité, pour ces éléments de contexte. Avant de poursuivre, je rappelle à tous les intervenants et les spectateurs que vous pouvez poser des questions dans l'onglet « Discussion » tout au long du panel. Pour chaque question, il est demandé de notifier le destinataire de la question, mais également de la signer avec votre nom et votre structure. En effet, nous sommes en début d'un cycle et si nous ne pouvons pas répondre à l'ensemble des questions, nous travaillerons à réengager et à poursuivre les échanges au-delà de ce panel. Vos questions nourriront notamment la programmation de ce cycle de rencontres thématiques du réseau Migration et Citoyenneté et les activités du Forum. Je propose désormais de poursuivre avec l'exposé de Madame Marjane Gahem, avocate et membre du GISTI, sur la philosophie générale de la loi Asile et Immigration et sur les répercussions de la crise sanitaire sur les populations migrantes. Madame Gahem, c'est à vous. Je vous remercie. Encore une fois, je m'excuse, je vous parle depuis Mayotte où il fait extrêmement chaud, contrairement au Val-de-Marne. Donc, bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, merci pour cette invitation, puisque c'est très rassurant quand même de voir quand c'est période plutôt sombre, il y a encore des initiatives, en tout cas des tentatives d'essayer de mutualiser ensemble des efforts et de voir comment on pourrait sécuriser effectivement le parcours des migrants, des exilés. Alors, comme cela vient d'être rappelé, il m'a été demandé donc, de vous présenter la philosophie générale de la loi Asile et Immigration. Mais avant de revenir plus en détail, si vous voulez, sur cette loi, il faut déjà resituer un peu le contexte dans lequel elle a été adoptée. Juste avant cette loi, 2 ans à peine auparavant, enfin en 2015 et en 2016, 2 réformes très importantes avaient été adoptées. Donc l'une concernant l'asile en 2015, au mois de juillet 2015, et une concernant le séjour, c'est la loi du 7 mars 2016 qui était entrée en vigueur le 1er novembre 2016. Donc c'est sans même avoir finalement tiré le bilan de l'application de ces textes qu'un nouveau gouvernement a souhaité prendre une nouvelle loi, sans doute par opportunité plus politique, puisque même le Conseil d'État, lorsqu'il a été interrogé, comme à chaque fois, pour rendre un avis sur la loi, s'est interrogé sur la nécessité et plus avant, même l'opportunité en fait, de légiférer. Peut-être qu'on avait déjà suffisamment de textes et qu'il suffisait de les appliquer. Et de nombreuses voix se sont élevées en fait, pour critiquer le projet de loi, alors du Conseil de l'Europe, de la Commission nationale consultative des droits de l'homme, mais également du Défenseur des droits. Et au final, la loi du 10 septembre 2018, il faut garder à l'esprit qu'elle a été votée par seulement 58% des voix exprimées de suffrage donc à l'Assemblée nationale. Au GISTI, en tout cas, on avait noté que c'était la loi la plus mal votée de l'ère Macron, en tout cas en septembre 2018. Et en fait, cette succession, si vous voulez, déjà de textes législatifs, réglementaires, de décrets, participe à une insécurité juridique. C'est-à-dire, quand bien même vous avez cette volonté finalement de vouloir vous former pour mieux accompagner les migrants dans leur parcours, cet imbroglio juridique mis en place, même finalement des avocats, avocates, des experts du domaine commencent à y perdre pied. Et vous allez voir que d'une façon générale, en fait, c'est assez, excusez-moi, pas très optimiste comme tableau que je vous dessine, mais d'une façon générale, le droit des étrangers est devenu tellement complexe que cette complexité ne peut en fait réellement qu'aggraver la situation effectivement des personnes, mais aussi rendre plus difficile l'accompagnement social et juridique de ces personnes. Dans le cadre notamment de permanence que nous animons avec le GISTI, très souvent, nous avons des travailleurs sociaux qui vont nous appeler en fait, parce qu'ils n'arrivent plus à détricoter la loi. Alors, je pense que je ne vous fais pas une surprise en vous disant que la loi Asile et Immigration de 2018, c'est à la loupe qu'on va essayer de chercher les quelques dispositions plus favorables et qui vont en faveur d'une insertion, d'une intégration. Le terme intégration, malheureusement, est encore un terme plutôt de façade. Il y a quelques rares avancées, notamment concernant les demandes d'asile des enfants qui vont être examinées de manière concomitante avec celles des parents, donc qui vont permettre finalement d'avoir une unité familiale de l'asile. Il était grand temps.
Alors, peut-être pour essayer d'être un petit peu plus clair, moi j'ai choisi d'aborder quelques questions qui sont évoquées par la loi Asile et Immigration, puisque, comme j'ai pu l'indiquer, en tout cas, quand on essayait de réfléchir à cette présentation, il y a énormément de points à aborder et bien évidemment, il est tout simplement impossible, en tout cas en 45 minutes, ce ne serait pas audible. Tout d'abord, je commencerai par la question du droit d'asile. Vous savez peut-être que depuis 2015, donc je reviens un petit peu en arrière, les demandeurs d'asile sont placés soit en procédure accélérée, soit en procédure normale. La procédure accélérée est en fait la procédure qui est réservée aux personnes qui vont, par exemple, être originaires d'un pays considéré comme sûr, ou les personnes qui vont déposer leur demande d'asile trop tard. En 2015, le législateur avait fixé à 120 jours le délai dans lequel un demandeur d'asile devait se présenter auprès de la préfecture pour avoir enregistré sa demande d'asile. Ce délai est réduit à 90, ce qui signifie que si une personne met plus de 90 jours actuellement pour déposer une demande d'asile, elle sera automatiquement placée en procédure accélérée. Alors, cette procédure accélérée a des conséquences sur le traitement de la demande d'asile. Des traitements, elle va être examinée de manière beaucoup plus rapide. L'audience sera devant un juge unique. On n'aura plus de formation collégiale. Donc, l'idée étant toujours derrière d'aller plus vite. Et finalement, on va vous dire que l'argument politique derrière étant de dire que les demandes d'asile ont explosé et qu'il faut finalement rendre une réponse rapide. Sauf qu'en réalité, les personnes vont être beaucoup moins bien traitées. Si la personne, elle est passée en procédure normale, ce qui finalement aujourd'hui est devenu un sésame, son recours devant la Cour nationale du droit d'asile, par exemple, sera examiné par une formation collégiale. Donc, vous voyez, vous avez toutes ces questions-là et on a commencé à distinguer finalement les demandeurs d'asile et opérer un tri entre les bons et les mauvais demandeurs d'asile. Ceux qui, encore une fois, finalement ont tardé à déposer une demande, donc ça veut dire que sans doute ils ne voulaient pas de la protection, qu'ils ont demandé l'asile peut-être pour éviter une mesure d'éloignement, et puis d'autres qui, en réalité, se retrouvent donc à déposer une demande d'asile donc tardivement, alors qu'en fait, ce retard pour déposer la demande d'asile est dû notamment, alors c'est les témoignages qu'on a, peut-être que vous en avez également, est dû aux obstacles multiples qui sont posés par les préfectures. Je reviendrai un peu plus tard sur toutes les questions de dématérialisation, de plateformes téléphoniques, d'obligation de prendre un rendez-vous préalable pour pouvoir enregistrer une demande d'asile, mais en fait, vous avez des personnes qui arrivent en France, qui essayent tant bien que mal finalement de se dépatouiller avec notre organisation qui est déjà complexe pour un juriste, un travailleur social ou même une avocate. Donc alors, autant vous dire que pour un demandeur d'asile qui ne parle pas très bien la langue, qui n'est pas forcément suffisamment accompagné, il peut tout à fait dépasser ce délai sans aucune once de mauvaise foi. Donc déjà, c'est une vision qui est toujours la même, qui est de dire finalement que ce n'est pas le bon demandeur d'asile et s'il n'est pas le bon demandeur d'asile, pourquoi donc lui assurer une telle protection ? Un autre point sur l'asile qui est assez important, je pense, à souligner, c'est tous les délais, donc comme je vous le disais, différents qui sont introduits. Alors, les délais d'appel, peut-être que vous allez avoir, notamment dans votre public, des personnes qui se présentent, qui sont entendues par l'OFPRA, qui reçoivent une décision de refus d'admission au statut de réfugié ou de refus d'admission pour la protection subsidiaire et qui entendent former un recours. Jusque-là, et ça paraissait très logique, le délai d'1 mois pour former le recours était le même délai pour déposer une demande d'aide juridictionnelle. Allez savoir pourquoi. Ce délai pour déposer la demande d'aide juridictionnelle a été réduit à 15 jours et le délai de recours, lui, reste à 1 mois. Ce qui signifie que la personne peut tout à fait former un recours entre le 16e et le 30e jour suivant la notification de la décision de refus, mais si elle forme son recours au bout du 16e jour, elle ne pourra pas solliciter l'aide juridictionnelle pour se voir désigner un conseil à l'aide juridictionnelle pour l'assister devant la Cour nationale du droit d'asile. Et vraiment, c'est le type de dispositions qui sont parfaitement incompréhensibles. C'est-à-dire que la personne va être moins bien assistée et du coup, autant réduire le délai de recours à 15 jours, puisque
Et donc, il y a énormément de personnes aujourd'hui, hein, on constate, enfin, c'est les retours qu'on a en tout cas sur le terrain, de personnes qui ne forment pas leur recours dans les délais parce qu'ils n'ont pas pu prendre connaissance de la décision dans les temps, n'ont pas pu adresser leur recours et demander une aide juridictionnelle dans le temps. Donc, après, on va peut-être finalement nous annoncer que des demandes d'asile ont été traitées avec des chiffres à la clé, mais derrière ces chiffres, en fait, se cache des violations en fait répétées et flagrantes, hein. Je suis désolée, les mots sont un petit peu peut-être durs, mais du droit constitutionnel d'asile. C'est un principe fondamental. C'est aussi pour ça que j'ai décidé de commencer l'examen de la loi Asile et Immigration par cette question d'asile. On parlait tout à l'heure de la Convention internationale relative aux droits des travailleurs migrants, mais la Convention internationale relative aux réfugiés, 1951, elle, c'est une convention qui a été ratifiée par la France, qui a été ratifiée par l'ensemble des pays de l'Union européenne, et la France est tenue de la respecter. Donc, alors que la Convention internationale sur le droit des travailleurs migrants, on y reviendra, malheureusement, c'est le genre de textes magnifiques qui ont été adoptés par des pays du Sud. Aucun pays de l'Union européenne n'a signé, ni même ratifié, bien évidemment, cette convention internationale relative aux droits des travailleurs migrants. Aucun pays de l'Union européenne, même pour le symbole, puisque je ne sais pas si vous savez, quand on signe une convention, elle n'est pas applicable directement dans l'ordre interne. Donc, ça peut être aussi un geste symbolique, en fait, d'un État d'indiquer son souhait de vouloir participer d'adhérer au principe d'une convention. La Convention internationale sur le droit des travailleurs migrants, en tout cas, fait partie de ces jolis papiers, finalement, qui sont produits des Nations Unies avec des très beaux principes, mais dont malheureusement se fichent, en tout cas les pays du Nord, ceux qui sont les pays d'accueil, et qui sont signés effectivement que par les pays du Sud, donc des pays de départ des populations migrantes. Excusez-moi pour cette petite aparté, mais c'était pour vous faire le parallèle. Un autre point qui me semble important dans la loi Asile et Immigration, et là aussi, que le projet de loi, en tout cas, expliquait l'importance de généraliser la vidéo-audience, de généraliser le recours à la vidéo-audience pour en fait faciliter. Alors pour faciliter et même pour finalement assurer la dignité des justiciables à qui on allait éviter des allers-retours coûteux, fastidieux, et donc on allait pouvoir les entendre dans des audiences devant la Cour nationale des droits d'asile ou par le système de vidéo-audience. Fort heureusement, en tout cas sur la question de l'audition devant la Cour nationale du droit d'asile, les avocats se sont mobilisés de telle manière qu'ils ont fait des grèves illimitées des audiences devant la Cour nationale du droit d'asile, qui n'est pas très très loin du 94. Elle est à Montreuil, mais c'est pas très très loin de chez vous. Et ils ont fait la grève, et donc finalement, on a obtenu le retrait de cette disposition, c'est-à-dire que la vidéo-audience ne pourra être possible que si l'étranger donne son consentement. Ce qui était le principe avant 2018, c'est-à-dire sous réserve du consentement de l'intéressé. Et pourquoi c'est important le consentement de l'intéressé? Parce qu'il faut toujours avoir en tête de qui est entendu et le contexte et la difficulté pour certaines personnes de s'exprimer en vidéo. Alors, je ne sais pas vous, peut-être que vous avez pris un peu l'habitude, mais même moi, cette intervention en formation par Zoom n'est pas évidente. Enfin, on est là à parler à son écran, on se regarde, on ne se regarde pas. Quand vous avez un demandeur d'asile qui a subi des persécutions dans son pays, qui ne comprend même pas pourquoi il est en train de parler à un écran, en fait. Des fois, il l'éteint, des fois, il se retourne, il cherche. Enfin, on a beau lui expliquer, c'est des juges qui sont en face, puisque moi, j'exerçais à Mayotte, et donc à Mayotte, la vidéo-audience était le principe. Ça donne des résultats catastrophiques. Ça vous donne des justiciables qui pensent sincèrement à un moment donné regarder un match de foot. Enfin, c'est un client à moi qui avait rétorqué ça à la présidente de la Cour nationale des droits d'asile lorsqu'elle lui demandait s'il souhaitait un huis clos, donc ça veut dire fermer la salle d'audience ou pas. Et il avait rétorqué qu'on ne fermait pas la salle d'audience. Enfin, des gens pouvaient venir voir le match. On était en train de jouer un match. Donc, et il y a aussi la vidéo-audience, c'est aussi enlever toute la personnalisation d'une affaire, je veux dire, enlever des émotions. Face à un écran, c'est beaucoup plus simple de ne pas faire attention finalement à qui est intéressé, de se déconnecter un peu de son récit.
alors que pour tout ce qui est récit d'asile, si certaines d'entre vous ont eu l'occasion, en tout cas, d'accompagner les demandeurs d'asile, c'est bien évidemment l'émotion, c'est bien évidemment la manière dont le récit va être raconté qui va tout changer. Et donc, la crainte, en tout cas, était de généraliser ces vidéos-audiences. Alors, pour l'asile, on a obtenu que le consentement de l'étranger soit maintenu. En revanche, pour tout ce qui est obligation de quitter le territoire et d'autres contentieux, la vidéo-audience va primer. Très récemment, le Conseil d'État a quand même censuré une disposition, il y a à peine 2-3 semaines, une disposition qui visait à faire des entretiens téléphoniques par téléphone. Donc des entretiens téléphoniques pour l'asile par téléphone. Enfin, je veux dire, c'est vous donnez à la personne et vous lui dites raconter le récit par téléphone à monsieur truc qui est là-bas. Enfin, il y a un moment donné, il faut aussi questionner réellement comment ce type de modalités sont réellement compatibles avec nos principes. Et on ne peut pas accepter certaines choses, même si on nous dit de l'autre côté qu'effectivement, il y a peut-être beaucoup de demandeurs d'asile qui arrivent. La France n'a pas vraiment beaucoup de demandeurs d'asile par rapport à d'autres pays de l'Union européenne, si on se penche sur les chiffres. Je ne vais pas m'attarder sur la procédure Dublin. Je vais juste vous l'évoquer parce que peut-être certains d'entre vous, en tout cas, s'intéressent à cette question. On parle beaucoup des Dublinés. Alors, les règlements Dublin, le 1, le 2, le 3, l'idée étant de déterminer l'État responsable. Donc, si la personne est passée par un pays, le premier pays qu'elle a franchi en fait, de l'Union européenne sera le pays responsable de sa demande d'asile. Alors, c'est très simple, hein, quand la personne arrive en France, elle se présente en préfecture après avoir obtenu son rendez-vous et à ce moment-là, à la prise d'empreintes, si des empreintes ont été prises en Italie, en Espagne, en Autriche, en Allemagne, en Suède, la France en tout cas tente, et les autres pays également, de renvoyer donc le demandeur d'asile dans ce pays. Lorsque le demandeur d'asile ou la demandeuse d'asile refuse ou se soustrait à la mesure d'éloignement, parce que, alors, soit parce qu'en fait, sa demande d'asile a déjà été rejetée dans ce pays ou qu'il a été maltraité, il tente de faire des recours, chose que nous, on déconseille le plus souvent, puisque en réalité, même s'il y a une possibilité de recours qui est offerte contre les arrêtés de transfert Dublin, je n'ai pas de statistiques en tête, mais je pense qu'on est à 90 ou 95% de rejet par les tribunaux administratifs. Donc finalement, formuler un recours contre un arrêté de transfert Dublin revient à perdre du temps, puisque c'est toute une procédure extrêmement compliquée, encore une fois. Hein. L'État, la France, supposons que la personne est en France, elle reçoit l'intéressé, elle prend un arrêté de transfert, elle a 6 mois pour exécuter cet arrêté de transfert. Si la personne exerce un recours, ce délai de 6 mois, que le recours est rejeté, repart à compter de la notification du jugement du tribunal administratif. Si la personne se soustrait à la mesure d'éloignement, là c'est différent, on part sur un délai de 18 mois. Et effectivement, il y a beaucoup de personnes, il y a quand même un certain nombre de personnes, notamment dans le Calaisis, hein, mais aussi sur les campements qui peuvent être à Porte de la Chapelle ou qui étaient très récemment à Porte de Paris avant l'évacuation qui a été extrêmement violente, qui sont des personnes dublinées, mais en fait, elles attendent qu'une chose, elles attendent que ce fameux délai des 18 mois écoule pour pouvoir enfin demander à ce que leur demande d'asile soit examinée en France. Donc, pendant ces 18 mois, vous avez des personnes qui sont en parfaite précarité, qui n'ont droit à rien, qui sont des invisibles et qui effectivement vivent dans une extrême précarité. Et donc là, il n'y a pas grand-chose à faire pour sécuriser leur parcours, puisque même le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ne leur est pas accordé, sauf à réellement avoir des éléments de vulnérabilité. Alors peut-être que sur ce point-là, ce serait important d'insister. Il faut savoir que pendant toute la durée de la procédure d'asile, l'OFII, donc l'Office français d'intégration et de migration, a l'obligation de prendre en compte la vulnérabilité des personnes. L'OFII, de manière un peu systématique, va suspendre le bénéfice des conditions matérielles d'accueil pour des raisons X, Y, Z. La personne a quitté son lieu d'hébergement ou la personne n'a pas respecté telle obligation qu'elle avait dans son contrat d'intégration. Mais il faut savoir que si on a des éléments relatifs à la vulnérabilité, on peut tout à fait redemander à l'OFII
de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Et cette vulnérabilité, c'est peut-être là où encore on a un travail à faire, s'il y a quelques billes juridiques à vous donner. Et cette vulnérabilité, finalement, elle va être par des certificats médicaux, des documents variés sur la situation de la personne ou du travailleur social qui l'accompagne, hein, qui pourrait réellement attester de la difficulté dans laquelle la personne se trouve et où est-ce qu'elle dort concrètement, comment elle vit. Mais surtout au niveau de l'accompagnement médical, j'insiste là-dessus parce que, en tout cas moi, de mon expérience d'avocate, hein, j'ai exercé plus de 8 ans à Mayotte, les demandeurs d'asile, spontanément, ne vont pas mettre en avant, en tout cas, les difficultés d'ordre psychologique ou psychiatrique qu'ils ont, sauf si elles sont réellement manifestes. Alors que pour moi, une personne qui a fui son pays, qui vit dans la clandestinité, pour celles qui en plus ont été dublinées, qui vient d'Afghanistan, du Soudan, d'Érythrée, de RDC, et j'en passe, a forcément à un moment donné des réminiscences, des problèmes d'ordre psychologique et psychiatrique, c'est évident. Et le fait justement d'être exclu, d'être sorti du système, de ne pas avoir d'accompagnement peut rajouter des troubles. Donc je sais en tout cas que pour des personnes qui étaient sur le campement à Porte de Paris, puisqu'on organise une permanence avec le GISTI à la Chapelle, pour pas mal de personnes qui étaient sur le campement et qui s'étaient vues refuser, suspendre plutôt, excusez-moi, le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Donc c'est une somme d'argent que verse l'OFII aux demandeurs d'asile. On a réussi à obtenir le rétablissement justement avec des certificats un peu circonstanciés. Alors, il faut un petit peu accompagner la main du médecin. Moi, je n'ai pas hésité à faire une petite note en disant, voilà, si vous voulez bien recevoir un tel qui me dit avoir des cauchemars, des réminiscences de son histoire passée. Et voilà. Et donc, ça aussi, c'est quelque chose à vraiment essayer de jouer là-dessus. Alors, je sais qu'on est tous un peu tenus dans le secret. On est tous par nos mission souvent très occupée, mais peut-être savoir en tout cas que ce type de document peut vraiment essayer de changer la donne et de permettre en tout cas de rétablir, alors c'est peut-être pas grand-chose, hein, mais une offre de logement certes précaire dans un CADA ou quelque chose, et 220, 230 € d'allocation qui sont versés en tout cas pendant la durée de la procédure. Donc j'insiste vraiment sur ces éléments de vulnérabilité parce que si vous demandez juste l'entretien à l'OFII, l'OFII va examiner la vulnérabilité et très souvent, ils vont conclure que la personne n'est pas vulnérable, alors que vous avez envoyé une personne qui a des problèmes cardiaques ou des problèmes importants, en fait. Donc, c'est vraiment bien d'essayer d'avoir le maximum de documents, en sachant que, par exemple, l'asthme est un problème majeur pour une personne qui vit quand même à Porte de la Chapelle sous le périphérique. Vous voyez, des petites choses auxquelles on ne pense pas en réalité, mais une personne asthmatique, c'est très, très dangereux. Alors, tout ce qu'on peut avoir, il ne faut pas hésiter et donc parfois même expliquer à l'équipe médicale ce qu'on a besoin. Ce type de certificat et de documents, j'en profite également pour vous le dire, n'hésitez pas, quand vous avez des populations demandeurs d'asile, demandeuses d'asile, de les transmettre à l'OFPRA, à la CNDA, dans le cadre des recours, ou d'inviter en tout cas les personnes qui accompagnent les demandeurs d'asile à le faire. Parce que la loi, elle dit que lorsqu'on examine une demande d'asile, donc il faut tenir compte de la vulnérabilité de la personne. Par exemple, si elle a des problèmes d'ordre psychologique ou psychiatrique, évidemment que son récit ne va pas être extrêmement cohérent. Mais s'il y a un certificat médical qui a indiqué que la personne n'est pas cohérente, fait des allers-retours, voilà, ça ira toujours en sa faveur et il y a beaucoup plus de chances d'obtenir une décision favorable. Alors, on n'y pense pas toujours, parce qu'on se dit, c'est évident, ça se voit. Il faut vraiment essayer de se dire qu'en fait, en réalité, rien n'est évident. Bon, je pense avoir déjà beaucoup parlé sur l'asile, donc je vais peut-être passer à un autre thème. Alors, sur la question du séjour, la loi asile et immigration, j'ai pris l'exemple des parents d'enfants français parce que je pense que ce qui s'est passé dans la loi asile et immigration concernant les parents d'enfants français est emblématique d'un glissement très, très dangereux. Très, très dangereux puisque finalement, au lieu de mettre de l'ordre dans les pratiques illégales des différentes préfectures, c'est comme si le législateur avait pris ces pratiques illégales et en avait fait un nouveau texte. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tout simplement pour l'obtention du titre, jusqu'au 10 septembre 2018, enfin, jusqu'à l'adoption de la loi, le parent d'enfant français, il obtenait le titre à condition de rapporter la preuve donc qu'il était parent d'un enfant français et qu'il justifiait contribuer à l'éducation et à l'entretien de son enfant depuis la naissance ou depuis au moins 2 ans.
Pour une raison, alors que j'ignore, non, on sait très bien pourquoi, on a voulu rendre difficile finalement l'admission au séjour des parents d'enfants français, en exigeant du parent d'enfants français de rapporter la preuve que le parent français contribue effectivement à l'entretien et l'éducation de l'enfant également. Alors, j'entendais tout à l'heure les propos de Madame Diakité, et bien évidemment, je la rejoins là-dessus, c'est qu'en faisant ça, qui est-ce qu'on vient pénaliser? Toutes ces femmes isolées qui ont eu un enfant avec une personne qui, en fait, s'en désintéresse totalement, qui viennent de pays du Sud. Alors, à Mayotte, moi, j'ai beaucoup côtoyé la population forcément comorienne et malgache, mais pas que, de pays où on n'a pas une culture de saisine du juge aux affaires familiales, où on ne va pas devant les tribunaux, alors même qu'en fait, on espère peut-être que le père va faire la carte d'identité ou le passeport de l'enfant, qu'on pense qu'en situation irrégulière, on ne peut pas solliciter de carte d'identité ou de passeport pour son enfant, qu'on a besoin du père. Et bon, alors là, je dis le père parce que j'ai eu plus souvent des cas de mère isolée, mais l'inverse, c'est tout à fait possible également. Et donc, sous prétexte, en fait, de vouloir sanctionner les reconnaissances frauduleuses de paternité, parce que c'est ça l'idée derrière, c'est de dire, si vous êtes une vraie mère d'enfant français, vous savez où est le père et vous pouvez justifier donc du fait qu'il s'occupe de l'enfant. Et donc, depuis cette loi, si une personne adresse une demande de titre de séjour en préfecture en justifiant être mère d'un enfant français, s'en occuper depuis la naissance avec toutes les factures à l'appui, elle recevra un refus de délivrance de titre de séjour. Alors, normalement, ce refus de délivrance de titre de séjour ne sera pas assorti d'une obligation de quitter le territoire français, puisque l'obligation de quitter le territoire français, elle, ne saurait être prise à l'encontre du parent d'enfant français qui justifie contribuer à l'entretien et l'éducation de son enfant depuis 2 ans ou depuis la naissance. Mais on vient encore une fois accroître la catégorie de ce que nous on appelle, le GISTI et d'autres associations, les NINI, ni régularisables, ni expulsables. Et à quoi bon? On a une mère qui doit, à un moment donné, se mettre à travailler, régulariser sa situation pour s'occuper de son enfant, et on va rendre la chose malaisée. Alors, la seule solution, donc il y a 2 solutions, en fait, finalement, hein, soit elle est encore en lien avec le parent de nationalité française qui, en plus, s'intéresse à l'enfant, pas seulement en lien, donc ça veut dire qu'il justifie par des factures à son nom, contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, soit c'est la meilleure des options, il faut absolument les inviter toutes et tous à saisir le juge aux affaires familiales pour faire fixer les conditions d'exercice de l'autorité parentale. Alors, la requête devant le juge aux affaires familiales, c'est quelque chose qui peut se faire sans avocat, avocate. Il y a un formulaire CERFA qui est disponible, peut-être que vous le savez, mais je préfère le rappeler. Donc, vraiment, c'est facile, ça se télécharge donc, sur Internet. Et pourquoi donc cette requête? Puisqu'en fait, la maman ou le parent d'enfant français demanderait ainsi au juge en expliquant qu'il est ou elle séparé du parent de nationalité française et qu'il demande à avoir la résidence de l'enfant. L'autorité parentale, elle peut être conjointe, hein, ça, c'est pas le problème, mais il va falloir rapporter la preuve, en tout cas, que ce parent. Moi, ce que je conseillerais en tant qu'avocate, c'est de ne pas attendre forcément le jugement du juge d'affaires familiales, hein, ce serait de glisser dès la demande de titre de séjour cette requête pour montrer qu'il y a cette démarche, en tout cas, qui a été accomplie. Hein. Je préfère vous donner quelques petites astuces pratiques des fois que certains sont dans un accompagnement, en tout cas, mais c'est vraiment indispensable. Je veux dire, si la personne vient et qu'elle n'a pas la preuve de soit le parent français s'en occupe, soit qu'elle exerce seule ou qu'elle a la résidence de l'enfant, ce sera un refus systématique de délivrance de titre de séjour. De la même façon, peut-être que vous avez eu des remontées de terrain, je ne sais pas, mais désormais, alors c'était une pratique à Mayotte, le laboratoire qui a été étendu en métropole, c'est la possibilité donc, pour l'officier d'état civil, en fait, lorsqu'il a un doute sur une reconnaissance frauduleuse, enfin qu'il considère frauduleuse, de saisir le procureur de la République. Le procureur de la République qui ensuite peut décider de surseoir à l'enregistrement de la naissance et donc à la délivrance de l'acte de naissance, le temps de l'enquête, privant ainsi la mère ou le père de cet enfant, en tout cas, d'un document d'état civil pour son enfant de nationalité française.
Donc, vraiment, c'est le cas des parents d'enfants français. Alors, non pas que les autres situations, les étrangers malades, les jeunes étudiants, enfin, il y a énormément de situations abordées. Mais la situation des parents d'enfants français, en tout cas, est vraiment. C'était un peu le texte Sésame qui fonctionnait. Il n'y avait pas de raison que ça ne fonctionne pas. Il y a plusieurs préfectures qui ont commencé à s'y attaquer. On a eu des retours du terrain qui n'étaient pas très, très bons. Et pour aboutir finalement à cette loi qui est vraiment, je dirais, indigne et qui va totalement contre l'intégration et l'insertion des personnes. Alors ça, c'était mon choix, en tout cas, du sujet que j'ai voulu aborder pour examiner la question du séjour. Je voulais également vous parler, puisque c'est un point important de la loi du Asile et Immigration, c'est la question des mesures d'éloignement et même, alors gestion d'employer le terme un peu grave, mais de bannissement. Je ne sais pas si vous êtes au fait de la situation, mais désormais, enfin, depuis 2016, mais la loi de 2018 a encore plus renforcé la chose. Désormais, tous les arrêtés portant obligation de quitter le territoire sans délai, donc quand lorsqu'une personne est interpellée dans la rue et elle fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire, peuvent être assortis d'une interdiction de retour sur le territoire français. Donc, l'interdiction de retour, c'est très important, je veux dire, c'est très important, puisque si, par exemple, la personne est au centre de rétention, que ses recours sont rejetés et qu'elle se maintient sur le territoire, elle pourra lui opposer, en fait, un maintien illégal. L'interdiction du retour sur le territoire français peut être soit annulée par le tribunal administratif, soit, une fois à l'étranger, en fait, l'étranger peut, de retour dans son pays, adresser une demande pour que l'interdiction du retour sur le territoire soit abrogée. Donc l'idée, encore une fois, c'est d'empêcher les personnes de revenir, d'empêcher, et peut-être même de finalement, je dirais, grossir. Tout à l'heure, encore, Mme Diakité parlait des situations des sans-papiers, je pense qu'ils ne vont faire qu'augmenter, puisqu'on est vraiment sur une législation, en tout cas, qui va augmenter le nombre de personnes qui seront dans des situations irrégularisables. Et pourquoi je dis irrégularisables ? Parce qu'une personne qui a fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français, qui s'est maintenue quand même en France et qui, demain, on va encore prendre l'exemple facile, a un enfant français, ne pourra pas obtenir un titre de séjour. Parce que même s'il est éligible à un titre de séjour, même s'il remplit les conditions de délivrance de plein droit d'un titre de séjour, parce qu'il est sous interdiction de retour sur le territoire, il ne pourra pas. Donc on va vraiment dans des imbroglios juridiques, je pense, qu'on n'a même pas idée. Voilà, c'est un peu le premier cercle de l'enfer de Dante. On est en train de créer quelque chose, le monstre lui-même, la machine devient monstrueuse, et c'est pourquoi sécuriser le parcours des personnes migrantes, en tout cas avec les législations qu'on est en train d'adopter, c'est extrêmement compliqué. Un autre point aussi qui est compliqué pour accompagner ces personnes migrantes lorsqu'elles ont affaire justement avec la préfecture ou les services de police, c'est de s'y retrouver dans les délais, puisque les mesures d'éloignement, désormais, vous en avez de toutes sortes. Vous avez des obligations de quitter le territoire qu'on conteste en 48 heures, d'autres qu'il faut contester en 15 jours, d'autres qu'il faut contester en 30 jours, en sachant que celle de 48 heures ne se conteste pas en 15 jours. Voilà. Et sinon, la personne, elle est recevable, elle ne peut pas... Et la décision devient définitive et donc ensuite, elle pourra lui être opposée, c'est-à-dire on pourra lui opposer de s'être maintenue sur le territoire alors qu'elle était sous couvert d'une obligation de quitter le territoire. De la même manière, alors, je n'ai pas regardé mon temps, mais je pense que ça va. De la même manière, les délais ont été rallongés pour permettre au procureur de la République, dans certaines situations, de pouvoir interjeter appel et d'éviter en réalité des libérations qui n'auraient pas dû se faire. On pense là à des situations notamment avec des personnes arrivées à la frontière et qui ont été placées en zone d'attente quand le juge des libertés et de la détention estime qu'il y a violation de certains principes, qu'il y a nullité de la procédure. Il va ordonner donc la main levée du placement en zone d'attente. Et désormais, depuis la loi de Asile et Immigration, depuis la loi de 2018, le parquet dispose d'un délai de 10 heures et non plus de 6 heures pour interjeter appel.
En clair, ça signifie que lorsqu'on est avec son client ou lorsque vous avez accompagné une personne et que vous avez votre décision favorable, cette personne, elle reste encore pendant 10 heures entre les mains de la justice. Parfois, elle repart souvent en zone d'attente. Le temps pour le parquet de dire si oui ou non il veut interjeter appel. Le parquet peut également demander à ce que son appel soit suspensif, ce qui permet en fait de maintenir l'étranger en zone d'attente jusqu'à la décision de la chambre d'appel. Donc en réalité, on est vraiment face à un déséquilibre dans le rapport de force où lorsque l'on intervient pour défendre effectivement le migrant, l'exilé ou le demandeur d'asile, eh bien, on a quand même beaucoup moins de facilité. En tout cas, la loi ne vient pas nous accompagner, nous. Je crois vous avoir dit également, ou si je ne vous l'ai pas dit, il est vraiment temps que je vous le dise, que le délai de rétention administrative a été doublé. Alors là, c'est parmi les plus grosses critiques autour de la loi Asile et Immigration. Si jusque-là, on pouvait maintenir en rétention administrative une personne pendant 45 jours, la loi Asile et Immigration a fait passer le délai à 90 jours. 90 jours alors que la durée moyenne passée en rétention est de 17 jours. Donc c'est, excusez-moi, absurde. Ça ne sert à rien, c'est coûteux, ça gâche des vies, c'est vraiment incompréhensible. Ça a donné beaucoup de réactions, beaucoup de critiques, de vives critiques. On a cru jusqu'à la dernière seconde que peut-être le gouvernement allait renoncer, en tout cas à l'Assemblée, des députés allaient peut-être s'opposer, et non, malheureusement, rien n'a été fait. Donc ça, je vous l'ai dit. Sur la loi Asile et Immigration, je voulais enfin finir sur un point qui est particulièrement, qui me touche particulièrement, puisque la loi vient finalement légaliser la rétention des mineurs. Alors, si elle rappelle que, puisque forcément en étant de Mayotte et en ayant essayé en tout cas de combattre cette pratique qui vise à enfermer des mineurs en les rattachant arbitrairement à un adulte qui n'a aucun lien avec eux, mais malheureusement, la loi, elle va plutôt autoriser cela, puisqu'elle, après avoir posé comme principe qu'un étranger mineur de 18 ans ne peut pas être placé en rétention, la loi dit très simplement qu'il ne peut être retenu que s'il accompagne un étranger placé en rétention. Mais on ne vous dit pas qui est cet étranger. Il n'est pas indiqué, le mineur ne peut être retenu que s'il accompagne son parent, que s'il accompagne un étranger. Donc, finalement, en quelque sorte, la loi vient valider ce process de rattachement arbitraire à une personne avec laquelle se trouve le mineur au moment de l'interpellation. Et alors, en adoptant finalement ce texte, l'Assemblée nationale fait fi de la condamnation par la Cour européenne des droits de l'homme de la France dans plusieurs arrêts, les arrêts Popov de juillet 2016, fait fi de nombreuses condamnations, même à des échelles plus importantes, en rappelant quand même que la rétention des mineurs ne doit pas se faire, que s'il y a réellement une autre solution, d'autres alternatives, qu'il n'est pas impératif, en tout cas, d'enfermer des mineurs. Voilà ce que je voulais dans l'essentiel. Je pourrais vous en parler pendant 2 heures, de l'asile, encore 2 heures de la loi Asile et Immigration. Il y a tant à dire, mais voilà. Maintenant, il est peut-être temps de passer à la question de la crise sanitaire. Mais alors, avant de passer à la question de la crise sanitaire, il faut absolument la relier à la crise de la dématérialisation. C'est-à-dire qu'en fait, la crise sanitaire n'a fait qu'empirer une situation qui était, mais déjà, atroce. Un retard en préfecture, alors là, on ne parle même plus de primo-arrivants, on parle de personnes avec un séjour établi, même avec des renouvellements, des personnes avec des cartes de 10 ans. J'ai animé une formation notamment pour Interlogement justement à Montreuil, où on ne pouvait pas obtenir l'accès à un logement qui était pourtant réservé parce que la personne n'avait pas pu faire renouveler sa carte de résident. Alors, cette crise sanitaire, la loi d'état d'urgence, elle a été très silencieuse finalement concernant la situation des étrangers, puisqu'elle s'est contentée de proroger, alors une première fois pour 3 mois et puis finalement pour 6 mois, les titres de séjour, mais que des personnes dont le titre arrivait à expiration entre le 17 mars et le 15 juin.
Et que fait-on de celui avec son titre qui arrive à expiration le 15 mars? De tous ceux qui ont eu 18 ans et qui ont l'obligation, dans l'année de leur 18e anniversaire, de déposer une demande de titre de séjour? En faisant des recherches justement pour mon intervention aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait un amendement qui avait été déposé, un amendement extrêmement pertinent qui a malheureusement été rejeté, qui demandait justement à faire en sorte qu'il y ait une autorisation qui soit délivrée à tout le monde. Puisque comment sécuriser le parcours des migrants en pleine crise sanitaire? Eh bien, tout simplement en leur renouvelant le document, et non pas pour 3 mois ou 6 mois, en renouvelant à toutes les personnes présentes sur le territoire leur document pour une durée minimum de 12 mois. Enfin, encore une fois, les préfectures ont accumulé un tel retard avec la dématérialisation, je vais revenir dessus, qu'elles sont en incapacité aujourd'hui de recevoir le public. Et donc, elles ne font que différer. Il y a énormément de contentieux qui sont introduits justement pour essayer de permettre à un étranger, ne serait-ce que d'accéder en préfecture. Donc, on n'a pas encore les chiffres et c'est impossible de les avoir, mais il y a énormément de personnes désormais qui attendent 3-4 mois entre l'expiration de leur titre de séjour et le renouvellement. Ou même la remise du récépissé portant renouvellement. Mais qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie une perte de droit. Ça signifie si on doit accéder effectivement. Alors, si on est déjà dans le logement, on s'y maintient. Mais si on était en cours d'accès à un logement, eh ben, ce n'est pas finalisé. On ne peut pas accéder au logement si on n'a pas le titre de séjour. Et de ce que j'ai vu, en tout cas avec les quelques travailleurs sociaux avec lesquels on était en lien, ils nous ont dit qu'il n'y avait aucune dérogation. Enfin, les préfectures là-dessus sont mutiques et font mine de rien. Il y a la règle de la prorogation de 6 mois, donc, comme je vous ai expliqué, qui a été fixée. Mais pour tout le reste, il n'y a rien qui est fait. Et cette dématérialisation, cette obligation pour des populations migrantes qui, pour certaines, ne parlent pas bien le français, qui en tout cas sont dans une grande précarité, donc je ne pense pas qu'elles aient un accès à Internet, toutes dans leur domicile, si tant est qu'elles ont un domicile, qui sont obligées de se connecter à des plateformes qui sont surchargées. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais c'est comme ça qu'a été gagné un des contentieux devant le Conseil d'État. Avec la Quadrature du Net, la CIMAD avait mis en place un espèce de robot qui était chargé d'appeler la plateforme à intervalles très, très réguliers et très courts pour faire la démonstration en réalité de l'impossibilité de prendre un rendez-vous. Mais il a fallu concevoir ce robot pour, à un moment donné, convaincre le Conseil d'État de l'impossibilité manifeste. Même une personne qui a accès. Donc, en fait, vous avez aujourd'hui des personnes, c'est pour ça, sécuriser le parcours des migrants, mais il faudrait déjà arrêter cette dématérialisation. Il faudrait absolument mettre plus de monde dans les préfectures. On ne peut pas continuer avec un sous-effectif pareil dans les préfectures. Le bureau des étrangers est quand même le parent pauvre de toutes les préfectures. Donc, il n'y a pas suffisamment de monde pour examiner les demandes, il n'y a pas suffisamment de monde pour renouveler les titres. Et donc, alors après, les options sont multiples, hein. Soit la personne, elle a un employeur qui continue à la garder et qui ferme les yeux, soit elle perd son travail, soit il y a un contrôle qui est fait, parce qu'en plus, il y a de plus en plus de contrôle de la DIECT, et là, l'employeur est sanctionné. Alors après, les employeurs hésitent aussi parce qu'il y a une dizaine d'années, ils étaient beaucoup plus favorables. Ils disaient « oh, c'est pas grave, le titre de séjour vient d'expirer ». Mais maintenant, les contrôles ont augmenté. Donc en réalité, les personnes, elles perdent leur emploi, elles perdent leur logement, elles se retrouvent à la rue. Avec cette crise sanitaire où la Fondation Abbé Pierre annonce plus d'1 million de pauvres en plus, je pense que c'est vraiment un chiffre à la baisse, c'est effectivement très, très, très inquiétant. Donc, je pense qu'il faudrait envisager sans doute un plaidoyer pour demander à ce que le droit de toute personne, on n'envisagerait pas un instant que notre carte d'identité soit suspendue pendant 3 mois ou 6 mois en attendant d'avoir un rendez-vous en mairie. C'est quelque chose qui n'arrive pas. Et alors, ce qui est quand même extrêmement étrange dans tout ça, c'est que lorsqu'en 1984, la carte de résident a été créée, elle a été créée pour désengorger les préfectures. Elle a été créée en disant 1, 2, 3 titres de séjour, carte de résident. Et plus les années ont passé, au fur et à mesure des réformes successives, et notamment depuis 2007, il a fallu maîtriser la langue, il a fallu des revenus minimums, il a fallu justifier de telles conditions d'intégration qui font qu'en fait, de plus en plus de personnes sont titulaires de titres de séjour d'1 an. Alors,
certaines pluriannuelles, mais qui se retrouvent du coup obligées de les faire renouveler par les préfectures, de se présenter à des rendez-vous et vraiment cette impossibilité d'accès. J'ai été choquée d'entendre que des personnes attendaient depuis 2 ans pour accéder en préfecture. 2 ans sans même un document, un récépissé. Et c'est même pas le. Voilà, on n'a pas de sécurité sociale pendant ce temps-là. On ne peut pas travailler. Voilà. Donc, je ne sais pas, c'est vraiment la fabrique du sans-papier. On va fabriquer du sans-papier, on va fabriquer de la précarité. Et là-dessus, il y a vraiment de quoi s'inquiéter et il y a des choses à faire. Alors, une note un petit peu peut-être plus positive, même si je n'y crois pas bien, c'est la circulaire qui a été adoptée par Madame Schiappa pour remercier les migrants et migrantes qui étaient en première ligne pendant la crise du Covid. Cette circulaire qui a été adressée aux préfectures pour demander d'accélérer, d'examiner en priorité leurs demandes de naturalisation. Alors, si en réalité, ça peut partir d'une très bonne intention, hein, on n'est pas là pour juger de l'intention de Mme Schiappa ou du gouvernement, mais que fait-on des demandes de naturalisation qui n'ont pas été instruites et qui ont été déposées il y a 2 ans ? Enfin, on ne va pas remettre de côté celles qui sont en attente pour refaire passer sur le panier pour en fait faire une cérémonie et au final ne rien arranger à la situation. Donc, attendons de voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura réellement des naturalisations ? Est-ce qu'il y en a, combien il y en aura? Parce que ça aussi, on ne sait pas, parce qu'ils ont été quand même nombreux, en tout cas pendant la crise de Covid, hein, des hôpitaux à tous les services de l'État pour apporter leur aide. Voilà ce que je voulais vous dire. Est-ce que j'ai encore le temps de continuer ou il est temps que je m'arrête ? Alors, merci, en tout cas, merci beaucoup. Par rapport au temps, tout dépend des questions qu'il pourrait y avoir à poser. Il reste encore 10 minutes, notamment pour ces questions. Je vois que la richesse de ces éclairages juridiques ont été largement salués dans la discussion et étaient particulièrement attendus par les membres du réseau Migration Citoyenneté et les spectateurs. Donc, peut-être qu'on peut passer aux questions. Je laisse à ce moment-là la parole à Séverine Mézel et merci encore pour cette intervention très riche. Bonjour, donc Séverine Mézel, directrice des affaires européennes et internationales au Conseil départemental du Val-de-Marne. Comme le soulignait Hélène, je pense que ce qui est le reflet à la lecture des différents éléments qui sont portés sur le chat, c'est vraiment la richesse des enseignements que vous pouvez nous transmettre à travers votre intervention et les clés de lecture et les clés de l'action surtout pour pouvoir prendre en compte un certain nombre de situations auxquelles les acteurs et actrices qui accompagnent les migrants et les migrantes sont confrontés au quotidien. Moi, j'aurais personnellement une question, puisque au titre de notre action Direction des affaires européennes internationales, nous avons accès à un certain nombre d'éléments relatifs au travail en cours sur le pacte asile et migration au niveau européen. Au regard de ce que vous venez de nous dire de la loi asile et migration, ça fait froid dans le dos parce que les éléments que nous avons eus vraiment donnent à voir une sanctuarisation du choix et du choix des bons et des mauvais migrants au regard d'une plus-value économique que les personnes pourraient apporter au territoire dans lesquels ils souhaitent pouvoir s'installer. Pour cela, il y aurait effectivement un certain nombre de droits et pour les autres, absolument rien. Et la seule alternative offerte, c'est le retour, sous des conditions telles que vous les exposez qui sont absolument indignes. Donc voilà, est-ce que vous suivez ces travaux? Quelle est votre position? Quelle est l'action éventuellement du GISTI? Alors, au GISTI et plus particulièrement, on a quelques personnes qui suivent plus particulièrement ces travaux. De mon côté, je pense que ce sera aussi le point de vue du GISTI. Alors, avec Migre-Europe, notamment, aussi, on suit les travaux de ce pacte. Mais moi, je suis assez inquiète
parce que récemment, par exemple, vous avez un arrêt qui a été rendu en grande chambre par la Cour nationale du droit d'asile concernant la situation de 2 Afghans et qui vient renforcer les exigences pour obtenir une protection subsidiaire, en tout cas en considérant que le degré de violence qui règne à Kaboul ne saurait à lui seul justifier de la nécessité de délivrer une protection subsidiaire aux personnes de nationalité afghane. En prenant cette décision, la Cour nationale des droits d'asile, elle a essayé de s'aligner, en tout cas sur ses partenaires européens, qui, eux, effectuent des renvois vers l'Afghanistan. La jurisprudence de la France était considérée comme un peu trop protectrice des Afghans. Donc, j'ai peu d'espoir, en fait, sur une réelle volonté au niveau de l'Union européenne, en tout cas, de vouloir penser l'asile et l'immigration autrement qu'en termes, effectivement, d'éloignement expéditif et de chiffres. Parce que là, on est vraiment en train de... Il y a un glissement même sémantique. Récemment, je lisais un document où il parlait justement, un document de l'Union européenne, où il parlait de volume de personnes. Donc, on est en train de traiter des volumes, on ne traite plus des personnes. Donc, à partir du moment où on parle de volume et de vivier, voilà, c'est pas une réponse suffisamment complète, mais c'est comme le fait de mettre fin à Dublin. Alors, bien sûr, on serait ravis de mettre fin à Dublin parce que c'est des coûts, ça rend fou des gens, enfin réellement, hein, de se faire renvoyer, de revenir. Cette espèce de jeu de ping-pong n'a aucun sens, mais qu'est-ce qu'ils vont adopter après Dublin? À partir du moment où on songe à externaliser l'asile, que l'OFPRA fait des missions au Tchad, que Frontex est accusé de refoulement des demandeurs d'asile en Méditerranée et qu'il y a les preuves, qu'il y a une plainte qui a été déposée, que le budget de Frontex, si vous moi j'essaie de ne jamais trop retenir les chiffres parce que je crois que ça m'énerve un peu, mais vraiment le budget de Frontex depuis 2015, il a augmenté de manière impressionnante et tout ça pour pas grand-chose. Voilà, donc j'espère un jour qu'on aura une Union européenne un peu plus politique et un peu moins sur des histoires de rendement, de volume et de flux, mais pour l'instant, je suis malheureusement pas très optimiste. Merci beaucoup pour cette réponse. Je crois qu'il y a d'autres questions. Fathia Agoun, vous souhaitiez prendre la parole? Non, juste pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a une vraie politique de l'Union européenne, pas une politique en tout cas en matière d'hospitalité des populations. Donc c'est vraiment des choix politiques. Moi, en tout cas, je considère que l'Union européenne permet la libre circulation des biens, mais parce que on est dans une logique libérale, donc forcément, par contre, la liberté de circulation d'êtres humains, c'est pas possible. C'est une vision très libérale. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choix politiques. Donc, du coup, ma question, parce que vous avez évoqué à juste titre, et c'est là où ça nous interpelle. En tout cas, moi, ça m'interpelle en tant qu'élu. Sur la question notamment des OQTF qui sont maintenant assortis d'une interdiction de retour sur le territoire. Donc, ça remet en cause aussi le droit de circulation, qui est quand même aussi un droit, je veux dire, un droit qui est inscrit dans l'humanité, normalement, et ça, comme vous l'avez évoqué, ça met des êtres humains dans un no man's land et dans une situation dramatique en matière de droit, parce que ce sont des gens qui n'ont droit à rien. Et du coup, ça, c'est une vraie problématique, et notamment chez ces... je vais le dire comme ça, chez ces conservateurs, c'est ces politiques qui mènent aussi des politiques de rejet de l'autre, de maintenir des gens dans des situations d'extrême précarité, alors que ce sont des gens qui n'arrivent à vivre dignement et qui ont des richesses. Et d'ailleurs, la France s'est construite par ces migrations, donc par ces personnes, par ces êtres humains.
Donc ça, c'est un vrai sujet parce qu'on, pour nous en tout cas, qui menons des politiques en direction des populations et dont nous avons aussi la compétence de l'action sociale, c'est aussi des situations humaines dramatiques sur nos territoires. Donc ça, c'est, je vais le dire un peu, excusez-moi, c'est pas le, mais c'est un coût humainement, je veux dire, pour notre société, et ça, c'est pas acceptable en soi, et c'est en soi aussi où il faut être des forces de plaidoirie pour que effectivement le législateur, quand il mène et quand il des lois aussi aussi inhumaines et de régression en termes de droits, il faut effectivement, à mon sens, moi en tout cas, en tant qu'élu, combattre. Oui, et je vous remercie. Et ça fait toujours chaud au cœur de voir qu'il y a encore des élus qui parlent avec conviction et qui voilà, ont envie de combattre. Mais c'est vrai que nos moyens de combat ont été drastiquement réduits. En fait, voilà. Donc oui, il faut continuer. Il faut essayer, je pense, de multiplier ce genre d'initiatives. C'est pour ça que je vous remercie, parce que ces temps d'échange en commun permettent aussi de… Voilà. Parce qu'on est beaucoup trop scindés, et puis il y a beaucoup trop de réformes en fait qui passent en réalité. Hein. Enfin, je veux dire, si vous regardez sur une dizaine d'années, pour ça, cette insécurité juridique ne concerne pas que les migrants. Enfin, arriver à suivre tout ce qui se passe, c'est assez catastrophique. Mais par exemple, même autre chose sur les migrants, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ça ne concerne pas forcément la loi asile-immigration, mais le fait de refuser le bénéfice des allocations familiales aux enfants qui sont rentrés hors regroupement familial, c'était vraiment quelque chose qu'on souhaitait, enfin que le gouvernement souhaitait depuis longtemps, parce qu'il était là, on leur exige un visa, ils veulent venir sans visa, bon, on va trouver une sanction. Donc finalement, alors que les allocations familiales sont pensées pour permettre à une famille de vivre dignement et d'élever ses enfants, on va priver une famille d'allocations, donc empêcher cette famille d'élever correctement ses enfants pour la punir d'être entrée illégalement. Enfin, je sais pas, il y a vraiment une logique qui, je pense, en tout cas, nous échappe à nous. Et on est dans cette logique-là, on est dans cette logique de la sanction. Après, vous avez des choses aussi d'une absurdité. Alors, à titre d'exemple, je ne sais pas si vous avez entendu, mais la secrétaire d'État au Royaume-Uni qui parlait de songer à l'idée de mettre des vagues artificielles pour repousser les exilés dans la Manche, pour pas qu'ils rejoignent le Royaume-Uni. Enfin, on est sur des déclarations d'une personne, membre d'un gouvernement, des déclarations officielles. C'est des choses qui, il y a 15 ans, on se serait dit, ça sort tout droit d'un mauvais roman de science-fiction. Madame Diakité, j'ai vu que vous aviez levé la main dans la discussion. Excusez-moi, je n'avais pas la discussion ouverte. Excusez-moi. Oui, merci Madame Gaïm pour votre intervention. Il y a un sujet qui nous préoccupe au Forum, c'est la situation des étudiants étrangers. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour le renouvellement de leur titre de séjour? Parce qu'ils vivent dans des situations vraiment très précaires. Merci. Alors, vu que mon intervention ne portait pas sur la dématérialisation, j'ai fait très, très court. Alors, il faudrait savoir, en fait, depuis quand le titre est expiré. Puisque avec le système de dématérialisation et les plateformes sur Internet, j'en ai fait l'expérience récemment, si le titre est expiré depuis trop longtemps, la plateforme refuse de donner un rendez-vous de renouvellement en disant date trop lointaine. Donc, dans ce cas-là, il faut garder des captures d'écran pour justifier, en fait, des diligences qu'a accomplies l'intéressé. Et ensuite, il faut absolument envoyer une demande de renouvellement, mais le plus rapidement possible par courrier recommandé. En fait, même si aujourd'hui les préfectures ne disent fonctionner que par Internet, le Conseil d'État a rappelé qu'il n'y avait aucun texte qui disait qu'il y avait obligation de passer par Internet et qu'on peut toujours passer par une autre voie. Donc, nous, ce qu'on conseille en tout cas au GISTI, c'est vraiment de garder quand même les captures d'écran. Alors, ça dépend après de la préfecture. Il faudrait peut-être, sinon on vous donne mon contact et vous pourrez me donner peut-être plus d'éléments par mail, mais en fait, ça dépend de la préfecture et de la procédure qu'elle a mis en place. Mais en gros, montrer que le jeune a tout fait
montrer l'urgence aussi dans sa situation, puisque soit il n'arrive pas à se réinscrire, soit il n'a pas la chambre au Crous, soit plein de choses. Si vous pouvez également faire des attestations un peu personnalisées, ça aidera. Et ensuite, il y a du contentieux à faire. Un contentieux qui peut se faire sans avocat aussi. Alors, il y a des avocats qui sont motivés, hein, mais c'est une requête. On a même travaillé sur des requêtes à la première personne pour accompagner tout ça, pour que les gens puissent déposer au tribunal administratif. Alors, le tribunal, selon les tribunaux, Melun, par exemple, ne sont pas très sympas, mais il n'y a pas que Melun. Il y en a qui ne sont pas très... mais bon, du coup, il faut un petit peu plus, on va dire, blinder le dossier de documents et de preuves et de l'urgence. Parce qu'en tout cas, une personne qui n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour est réputée avoir renoncé au renouvellement. Vous savez, il y a la règle comme quoi une personne qui a un titre de séjour, si elle s'absente plus de 3 mois du territoire, elle ne peut pas le renouveler. Une carte de 10 ans, si vous partez 3 ans, vous n'avez pas le droit au renouvellement. Et bien finalement, cette dématérialisation, en ce qu'elle rend quasiment impossible ou difficile d'accéder en préfecture, il pourrait un jour vous dire c'est trop tard. Sauf qu'en plus, ça exige de la personne d'avoir un smartphone. Et si je ne veux pas avoir de smartphone, ça pose aussi des questions. Ces captures d'écran, il faut un téléphone qui montre bien. Puis alors, les juges, récemment, pour un demandeur d'asile, ils disaient que la capture d'écran ne permettait pas de voir que c'était depuis le téléphone de l'intéressé que l'OFII avait été appelé. Oui, à force de décisions comme ça, on s'adapte aussi un petit peu. Je vois que tu parles de ça. Non, mais merci beaucoup encore une fois pour cette intervention très riche et attendue. Je vois qu'il n'y a plus de questions et en tant que maîtresse du temps également, je propose de laisser la parole aux associations intervenantes qui pourront illustrer le propos à travers leurs témoignages de terrain relatifs aux droits des étrangers. Nous commençons donc par Marie Doué-Gossan, fondatrice de l'association Metishima, qui va nous présenter son projet d'accompagnement vers l'emploi des publics migrants sur la base de la valorisation des compétences professionnelles acquises dans les pays d'origine, et notamment au regard de l'impact de la crise Covid. Bonjour Marie, et c'est à vous. Merci. D'accord. Bonjour. En tout cas, merci beaucoup pour cette intervention. Nous sommes vraiment après la partie juridique, mais ça nous permet aussi de comprendre ce que vous appelez les NINI qui arrivent aussi pour pouvoir répondre les études, et c'est vraiment très enrichissant. Donc, comme le disait Hélène, nous sommes vraiment sur la partie comment permettre à une personne qui arrive avec des compétences, qui n'est pas rien, donc qui arrive avec des compétences, de pouvoir s'insérer, j'aime pas le mot intégration, s'insérer et apporter ce qu'il a de mieux dans le pays qu'il a accueilli. Donc, du coup, nous, l'objectif vraiment, c'est de travailler sur ce que la personne a fait et comment elle peut le transférer ici. Et aussi prendre en compte la difficulté du parcours migratoire, le faire comprendre à ceux qui sont restés dans le pays d'origine. Donc vraiment, nous, la crise sanitaire, ce qu'elle nous a montré, c'est ce dont vous avez parlé, la partie numérique. Toutes les personnes qui sont arrivées, en fait, on n'a pas les mêmes codes, ce qui veut dire qu'on n'a pas cette problématique d'aller d'un bureau à un autre pour pouvoir s'inscrire, pour pouvoir chercher une action. Donc, le fait de se retrouver isolé par cette crise sanitaire a fait que les personnes ont perdu en fait, leurs moyens. Et ceux qui n'ont pas accès au smartphone, par exemple, ça a été très compliqué de les toucher. Donc, ce qui fait que nous, la contrainte qu'on a eue, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte qu'ils puissent rester en lien. Parce que sur la partie accompagnement en elle-même vers l'emploi, les entreprises ne pouvaient pas continuer à recruter. Donc, ce qu'on a fait, vraiment, c'est de créer des actions qui leur permettent d'échanger, qui nous permettaient nous aussi de rester agiles et de les faire venir à l'endroit où on pouvait les recevoir. Parce que l'accès à Internet était très compliqué. Et il y en a qui ne sont même pas habitués même au fait à aller sur un ordinateur. Donc, ce qui fait que moi, nous, ce qu'on a rencontré, c'est comment permettre à une personne de vivre dignement alors qu'elle n'a même pas
Elle ne comprend pas les codes au fait, du pays qui l'a accompagnée. Elle ne comprend pas comment, dans une crise sanitaire, quelle structure il faut toucher, comment il faut aller voir des assistantes sociales, comment il faut appeler le 115 parce que la personne est dans un centre d'hébergement, comment il faut continuer à aller voir, à aller s'actualiser sur le site de Pôle emploi, parce que ça aussi c'est important, comment faire ces actualisations à la CAF, alors que la personne n'a pas accès à toutes ces problématiques-là. Donc voilà, donc nous, la crise sanitaire nous avons permis de se dire, avant même d'aller à l'emploi, c'est de faire attention au fait à ce volet numérique qu'on oublie, qui est l'essentiel dans la partie dématérialisation et la partie je me retrouve tout seul parce que la crise sanitaire a fait qu'on ne peut pas se déplacer. Il faut imprimer une attestation et ils ne peuvent pas l'imprimer. Voilà, donc c'est toute cette problématique vraiment terre à terre que je souhaitais soulever aujourd'hui. Donc voilà, par rapport au droit, avant d'arriver à un droit, il faut avoir les moyens de pouvoir exercer ces droits-là. Et si ces moyens n'y sont pas, simplement par l'accès à l'outil informatique, nous, ça a été très compliqué sur ce volet-là d'aller au-delà de ce qu'on voulait apporter. Merci Madame Doué-Gossan pour cette illustration, en tout cas directement du terrain, et qui illustre bien comment la crise sanitaire ne donne pas accès ou met en difficulté l'accès au premier droit qui a des répercussions par la suite sur les projets engagés. Alors, je rappelle à tout le monde qu'il est possible de poser des questions dans l'onglet discussion. On proposera un temps de réponse à la suite des 3 témoignages d'associations. Je laisse donc la parole à Madame Kouna Sidibé, directrice de l'association Arc-en-Ciel de Villeneuve-Saint-Georges, qui nous présentera ses activités relatives à l'accompagnement des publics migrants en termes d'accès aux droits et les problématiques accentuées par la crise. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc voilà, je me suis présentée, c'est Madame Sidibé Kouna, directrice de l'association Arc-en-Ciel. Nous sommes à Villeneuve-Saint-Georges, dans le Val-de-Marne, et je suis aussi membre aussi administrative de l'association FIAISM dont vient de parler notre vice-présidente Yacine Diakité. Donc voilà, nous sommes dans un quartier, on appelle le quartier Nord, quartier politique de la ville, où il y a plus de 5 000 habitants et la moitié des personnes donc sont précarisées. Et au jour d'aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un quartier où il y a pas mal de problématiques. On est situé dans un immeuble qui a été en rez-de-chaussée, qui a été mis à disposition donc par le bailleur ICF La Sablière. Donc, c'est une association qui est ouverte, on va dire, du lundi au vendredi, des fois les week-ends, et qu'on accueille aussi tous les habitants, tous les citoyens qui y passent, de Villeneuve-Saint-Georges et d'autres communes limitrophes. Donc, du coup, là, aujourd'hui, on a 447 adhérents, dont 281 adultes et 166 enfants âgés de 6 à 17 ans. 2 salariés, donc médiatrice et moi, donc la directrice, un conseil d'administration de 9 membres et 10 bénévoles qui interviennent à toutes les activités. Donc, les problématiques, comme je dis, nous, les associations, nous sommes ouvertes, c'est des associations de quartier et nous sommes devenus, on a eu l'agrément CAF pour devenir un espace de vie sociale depuis 2019. Donc, nous, on reçoit donc, les migrants en particulier qui viennent s'inscrire, qui viennent nous poser des questions, voilà, pour voir par rapport à ce que Mme Gaëm a dit tout à l'heure. Nous nous retrouvons particulièrement là-dedans. Donc, je pense qu'avant d'aller voir, nous sommes des associations de proximité. Donc, avant de voir les grandes institutions, ils viennent nous voir, nous, en tant qu'association, pour voir ce que l'a dit tout à l'heure Marie. C'est vers nous ils viennent pour demander, pour avoir des renseignements, parce qu'ils ont des codes, ils ne connaissent pas. Il y en a qui ont la barrière de la langue, qui viennent d'autres pays, qui ont d'autres traditions. Donc, du coup, nous sommes voilà, en première ligne. Et comme je dis, donc, je vais un peu témoigner rapidement vraiment des personnes qu'on a reçues. Moi, je vois le cas de cet étudiant, un élève de terminale qui vient de Tunisie, qui est venu nous voir la dernière fois. Il a bravé la Méditerranée.
C'est son père qui l'a mis dans un bateau au niveau de la Libye, enfin de la Tunisie. Il est arrivé. Sa maman, elle est adhérente, elle était dans tous ses états. Elle est arrivée. On a pu les accompagner, ils ne parlent pas bien le français, par le CIO. Et au jour d'aujourd'hui, il est scolarisé dans un lycée comment ça s'appelle, à Villeneuve-Saint-Georges ici. Et donc, du coup, il vient nous voir aussi pour l'accompagnement de la scolarité que nous, on a mis en place. Je ne me suis pas trop attardée sur les actions qu'on a mis en place, sur la citoyenneté, la parentalité. Donc, nous, au niveau de Arc-en-Ciel, c'est ce qu'on fait. Déjà, la personne arrive, il y a un accueil qui est fait. Parce que comme on a dit, l'avocate et tout le monde l'a dit, c'est le côté humain que nous, on cultive vraiment. Parce que c'est vraiment primordial. Donc, du coup, j'ai aussi cette personne aussi, une Algérienne qui est venue avec sa fille depuis 5 ans, qui habite là, qui est couturière et qui est obligée de survivre parce qu'elle a peur d'aller à la préfecture. Elle n'a pas tous les codes, elle n'a pas tous les moyens. Elle a peur même d'aller déposer à la préfecture parce que, comme on a dit, il y a la dématérialisation. Nous, on essaie même en tant qu'association, de les aider à avoir des rendez-vous à la préfecture, de contacter à la préfecture, ce qui est impossible. Bon, on envoie souvent des mails. Cette personne, elle travaille comme aide à domicile chez une personne en particulier. Et aujourd'hui, on a mis en place, nous, un atelier, comment ça s'appelle, une opération masque pour tous depuis le confinement, depuis le 11 mai. Et cette personne nous aide à fabriquer des masques qu'on donne aux adhérents et comment ça s'appelle, elle le fait d'une manière bénévole parce qu'elle est couturière. Donc, c'est pour dire que ces migrants, comme on dit, elles gardent leur dignité. Comme elle a dit Marie, elles peuvent faire valoir leurs compétences. C'est-à-dire, elles viennent dans nos structures pour nous aider à voir si elles peuvent se rendre utiles. Donc voilà, toutes ces personnes, nous, comme je dis, on essaie donc de les accompagner, de les orienter vers des structures, comme je vous ai dit, les CIO pour les élèves, comment ça s'appelle, les CCAS ou EDS, des espaces départementaux de solidarité. Donc voilà, on essaie donc de voir peut-être avec la mairie pour voir si ces personnes ont des possibilités pour voilà, être régularisées. On a aussi le cas, comme on a dit, des parents d'enfants français, dont vient de dire Madame l'avocate tout à l'heure. On en a énormément, parents d'enfants français, qui ne sont pas régularisables. Ils sont des enfants qui sont nés sur le territoire français. Il y a même des personnes, c'est le conjoint qui est français, et donc du coup, ils sont tous vraiment confrontés à cette régularisation. Et nous sommes des associations de proximité. On n'a pas tous les moyens, donc du coup, et là, aujourd'hui, bon, c'est vrai que ce que l'avocate dit, ce n'est pas très reluisant parce qu'on se dit, je pense qu'elle allait nous donner vraiment de très bonnes nouvelles. Oui, vous les associations, il n'y a pas de souci, vous pouvez au jour d'aujourd'hui, vous pouvez faire les dossiers, aider les migrants à avoir les papiers, donc c'est un peu compliqué. Pour revenir un peu, pour conclure par rapport à la crise sanitaire, nous, on a eu au niveau de Villeneuve-Saint-Georges pas mal d'associations et même la mairie qui avait mis en place des paniers alimentaires, des aides alimentaires. Donc, on a pu quand même faire le lien, même si on était confinés, à ce que ces familles précarisées qui n'avaient même pas de quoi manger, c'est le cas de le dire, d'aider ces familles à avoir quand même de quoi manger. Alors, le logement, on n'en parle pas trop, donc c'est sûr que c'est vraiment très, très compliqué. Il y a des personnes qui vivent dans des conditions inhumaines, dans des garages, dans des sous-sols, parce que des fois, comme ils ne sont pas régularisés, certains, ils habitent dans des habitats précaires et qui sont loués par des marchands de sommeil. Donc, nous, par rapport à cela, Arc-en-Ciel et même FIA ISM, on est en réflexion et voilà. Et le mois de juin 2020, on a été invité par la préfecture pour nous parler de la dématérialisation. Donc, du coup, c'est ça qu'on nous a dit. Donc, nous, en tant qu'association, nous attendons voir. On est ouvert à toute proposition pour aider ces populations migrantes, quand même, qui sont des citoyens à part entière. Merci. Merci beaucoup, Madame Sidibé, pour ce témoignage sur les problématiques accentuées, mais également les initiatives locales et solidaires qui ont émergé au cours de cette crise. Sur la même thématique, je vais donner la parole à Madame Betty Dubuisson-Dieng, médiatrice socioculturelle et scolaire de l'association Rayon de Soleil de Chenevière, qui accompagne notamment les migrants dans les démarches administratives et de régularisation. Alors, peut-être qu'il y a un souci de micro. Madame Dubuisson-Dieng, c'est à vous. Voilà, votre micro, merci.
Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci pour cette belle présentation. Donc, notre association elle a été créée en 2003 à l'initiative d'habitants de Canaverois avec le soutien de la municipalité et de la préfecture. Aujourd'hui, elle rassemble de nombreuses personnes prêtes à s'engager localement dans des actions en faveur du bien vivre ensemble, du soutien à la parentalité, soutien scolaire, événements sociaux ou culturels aux familles, parents, enfants, adolescents, personnes âgées ou isolées. Alors, donc, notre association est accompagnée par notre département 94, par les bailleurs 3F, Paris 3F et Paris Habitat, et Conseil général, régional, et aussi la ville de Chenevière. Donc, on sait très bien que pendant cette période de confinement, on s'est heurté, on s'est confronté à nos histoires personnelles et familiales avec des conséquences psychologiques très, très lourdes, et beaucoup de familles ont souffert et souffrent encore de cette expérience inédite, et surtout les familles migrantes qui malheureusement ils souffrent de ces conséquences, surtout tout ce qui est situation administrative. Et je prends le cas d'un monsieur, d'un papa qui est père de 3 familles, dont un enfant qui est, il a une malformation du cœur, comment on appelle cette malformation situs inverus, c'est qu'il a le cœur du côté droit. Et cette personne-là, on l'a accompagnée sur sa première demande de titre de séjour, et malheureusement, on a tout fait, et malheureusement, il n'a pas pu avoir un rendez-vous pour déposer son dossier. C'est qu'on a mis du temps, même des fois, il nous arrive à attendre minuit pour apparemment que c'est plus libre et on peut avoir l'accès à la préfecture pour le dépôt du dossier, mais ce n'était pas le cas. Donc, cette famille, avec cet enfant qui a besoin de soins, régulièrement souffre de cette période, et puis le fait de ne pas sortir de peur de croiser les forces de l'ordre et d'être contrôlés et ne pas avoir un justificatif à leur présenter. C'est une situation qui les stresse énormément, on les accompagne, mais des fois on n'a pas, comme elle a dit notre chère Kuna, c'est qu'on n'a pas les baguettes magiques, et on aimerait bien avoir, si c'est possible, un accès auprès de la préfecture pour pouvoir ou être en contact pour aider ces personnes, ne serait-ce que leur donner des réponses à leurs questions. J'ai aussi un exemple d'une jeune étudiante migrante qui avait une carte de circulation pour étrangers mineurs. Cette jeune fille, elle vient d'avoir ses 18 ans en 2020, et elle a reçu un récépissé pour la carte de séjour, mais malheureusement, elle n'a pas vu le jour jusqu'à présent de la carte. Et chaque fois qu'elle se présente pour un travail, vous savez comment ils sont les jeunes maintenant, ils veulent bien travailler pendant les vacances, acheter leurs propres affaires avec leurs propres moyens, mais cette dernière n'a pas pu malheureusement, parce que chaque fois qu'elle se présente pour déposer sa candidature, on lui demande la carte de séjour, et malheureusement, le titre comment on appelle ça, le récépissé a expiré.
et se retrouvent toujours dans les mêmes phrases et le même retour, ben, venez nous voir une fois que vous avez votre passeport, enfin, pardon, votre carte de séjour. C'est une période qui est très, très difficile pour tout le monde, pour ces personnes, parce que, comme j'ai dit, ils sont là, ils ne savent pas sur quel pied danser ou qu'est-ce qu'il faut faire. Ils sont en stress global, en stress en général. Dans cette période qui était très, très grâce à nos partenaires et surtout le département et les bailleurs 3F, à ces familles, hein, à faire pendant le confinement, de faire des sorties pour ces familles, sortir par exemple à Stella plage en Normandie pour 60 personnes. Et on a essayé quand même de faire un grand repas de retrouvailles pour que toutes ces personnes, que ce soit d'ici ou ailleurs, se retrouvent et partagent un moment de convivialité et puis parler de leurs problèmes, pourquoi pas trouver d'autres solutions. L'association, quand même, pendant ce confinement, elle a fait des paniers bio, légumes et fruits qu'on a distribués, des masques et des conférences débats, et on a même utilisé le grand jeu d'intégration créé par le réseau IFIA, questions-réponses sur les droits et les devoirs. On ne baisse pas les bras, on va jusqu'au bout. C'est dur pour tout le monde, mais on espère avoir des réponses à nos dossiers et continuer à accompagner ces gens dans la joie et le bonheur. Parce que ce n'est pas facile pour eux, ils souffrent, et nous aussi on souffre quand on n'arrive pas à une solution positive. Merci beaucoup, Madame Dubuisson-Dienne, pour encore une fois ces exemples très concrets qui mettent encore en avant cette question de la dématérialisation et notamment l'accès à la préfecture qui intervient en début de chaîne, finalement, de parcours d'insertion et qui met, dans le cadre de cette crise sanitaire, les populations déjà en difficulté de par le risque d'exposition au virus, mais en plus avec d'autres difficultés qui s'accentuent. On retient également de votre témoignage les initiatives conviviales que votre association tente et met en place en cette situation de crise pour lutter contre l'isolement. Donc, merci encore pour les 3 témoignages. En principe, on passe à un temps de questions. Je ne sais pas, Séverine, je vous laisse la parole pour ce temps de questions s'il y en a, et j'appelle les spectateurs à éventuellement en poser s'ils en ont dans la rubrique discussion. Alors, il y a eu effectivement quelques questions qui ont été posées directement à Madame Gahem, qui a bien voulu répondre en direct, et nous l'en remercions. Je laisse quelques temps pour que les spectateurs, éventuellement, qui le souhaiteraient, puissent également poser leurs questions. Je retiendrai peut-être, au regard des témoignages qui viennent d'être faits, une note d'optimisme après l'exposé, je dirais, du droit qui est pas toujours très encourageant. C'est l'expression des solidarités locales comme une réponse à des situations difficiles, délicates, complexes. Et la question derrière est celle que nous nous posons, nous aussi, dans le cadre de nos activités. Et quels sont les outils, quels sont les leviers qui nous permettent de renforcer ces solidarités au niveau local, au niveau des territoires, entre les différents acteurs qui interviennent dans l'accompagnement des acteurs. Je pense bien évidemment aux associations, je pense aussi aux citoyens qui parfois individuellement prennent en charge des situations. Je pense aussi évidemment aux collectivités
qui se mobilisent pour certaines aux côtés des associations. Donc voilà, peut-être aussi avoir un retour, c'est toujours intéressant, de vous, acteurs de terrain, sur la manière dont vous appréhendez ces solidarités locales, dont vous les travaillez, sur les limites que vous rencontrez dans le montage de ces solidarités. Voilà, pour échanger, pour être dans cet esprit d'échange de pratiques que l'on veut aussi initier à travers ce cycle de rencontres. Mais c'est peut-être une question trop vaste. Je vois que nous avons plus de 40 spectateurs, donc je me dis qu'il y a forcément des questions, des remarques, des contributions, des ajouts ou des compléments que certains d'entre vous pourraient vouloir apporter, que ce soit sur l'exposé de situations particulières, mais aussi dans cette volonté de pouvoir, encore une fois, échanger sur les pratiques, sur la manière dont vous réussissez malgré tout au quotidien à apporter des éléments de réponse. Si je peux m'exprimer. Oui, Madame Diakité. Oui, ces interventions montrent que, encore une fois, les femmes sont au front, sont sur le devant de la scène, que ce soit au Forum. On a des exemples avec FECODEV, avec l'OFAD, avec d'autres. Au niveau de FIA, on a énormément d'actions à Chevilly-Larue, à Champigny, à Évry, un peu partout. On a des personnes qui agissent ici et là-bas, qui mènent des actions pour aider les personnes, mais pas que seulement les migrants, toutes les personnes dans le besoin, mais qui mènent aussi des actions dans les pays d'origine par rapport au Covid, avec des kits d'hygiène, des aides de toutes sortes. Et on a des personnes ici qui confectionnent des masques, qui organisent des repas, qui apportent même des repas au personnel de santé dans les hôpitaux. Donc, il y a vraiment beaucoup d'actions et à EFIA, justement, on est en train de rassembler tout ça pour en faire un livret et puis faire profiter aux autres. Mais je pense que ce qui est important, c'est la mutualisation de toutes ces compétences. Parce qu'il y en a beaucoup, mais qui sont un peu dispersées. Il faut les rassembler et puis essayer de les soutenir. Parce que c'est ça qui nous manque. C'est le soutien matériel qui manque aux associations. Donc, comment pouvons-nous faire pour se faire entendre par les autorités compétentes pour continuer ces actions? Parce que ce n'est pas fini. Même si on dit aujourd'hui qu'il n'y a plus de Covid, mais les conséquences du Covid vont continuer pendant longtemps. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur travail, qui ont perdu leur logement, qui ont tout perdu. Et donc, il faut qu'on continue à agir comme on l'a fait depuis des années et des années, aussi bien ici que là-bas. Parce que je dis toujours que la personne migrante, c'est un tout. Ce n'est pas que celui qui a des actions dans le pays d'origine, mais c'est aussi la personne qui s'intègre, qui a besoin de travailler ici pour pouvoir aider de l'autre côté. Donc, c'est vraiment important qu'on mette tout en commun pour bien vivre ensemble ici et aussi pouvoir aider les populations dans les pays d'origine. Et sur ça, on compte beaucoup sur les autorités, sur des institutions comme le CD 94, quand même, qui est à l'écoute avec Madame Agoun et vous toutes. On a besoin d'exemples comme ça pour pouvoir avancer. Alors, je vois une question sur le fil de la discussion, à savoir le renforcement des solidarités locales peut-il faire pression sur les politiques nationales?
Si je puis me permettre, effectivement, cette question, elle a tout son sens, en tout cas, nous, dans le département, nous, les élus du département, bien évidemment, sur cette question du local qui doit aussi être une force pour porter des exigences et pour porter des droits des populations de nos territoires. Bien évidemment, nous agissons et notamment le département est membre de l'association Envita, qui est l'association nationale des villes et d'accueil, des villes et territoires d'accueil, pour lequel il y a eu, en tout cas, cette association et les collectivités qui en sont membres, en tout cas, sont engagées pour que, au niveau national, et que l'État et le gouvernement prennent ses responsabilités, notamment sur la question des droits et sur la question effectivement notamment de l'accès aux droits essentiels, parce que rappelons quand même, sur la question de la dématérialisation, c'est quand même c'est un principe républicain d'égalité et d'accès aux services publics qui est bafoué, qui n'est pas respecté par l'État. En Val-de-Marne, j'ai interpellé à plusieurs reprises le préfet sur cette question de dématérialisation qui exclut, qui est discriminatoire vis-à-vis des populations val-de-marnaises, que ce soit pour le droit des étrangers, mais aussi sur la question des naturalisations. Comme l'a évoqué Madame Gahem, on a des situations où, moi, ça fait plus de 2 ans, des gens qui essayent d'avoir ne serait-ce qu'un rendez-vous. Donc ça, c'est aussi, nous, en tant qu'élus, ce sont des situations qui sont inacceptables, et c'est pour ça que, effectivement, au niveau local, il y a des mobilisations que nous remontons au niveau national pour que les politiques nationales puissent faire respecter le principe de républicain. Il ne suffit pas de dire la République, et quand il faut l'appliquer dans ses principes et dans ses valeurs, eh ben, il n'y a plus personne, ou en tout cas, on s'en arrange comme on veut, tout en une République qui est discriminante. En tout cas, moi, c'est ce que vivent et ce que l'ont très bien exprimé à travers les témoignages des associations. Effectivement, tout ce travail que vous faites, mais la puissance publique, elle doit être aussi à vos côtés. Pour lequel le département, maintenant, depuis quelques temps, dans le cadre de cette crise sanitaire, est aux côtés des associations, mais aussi des populations vulnérables, notamment en permettant à la fois d'avoir débloqué aussi des moyens pour, notamment à travers la distribution alimentaire, puisque le département distribue des fruits et légumes. Et d'ailleurs, les associations, je vous en remercie parce que vous êtes présentes, mais la puissance publique ne peut pas tout relayer, tout donner aux associations. C'est aussi le rôle de la puissance publique d'assumer ce principe d'égalité, de fraternité et de liberté. Je les ai dit un peu dans le sens, parce que mais moi, je suis à la fois très, très, très attentive et sur la notion d'égalité qui, pour moi, n'est aujourd'hui, dans notre pays, n'est pas respectée. Merci beaucoup, Madame Agoun, pour ces éclairages et ce témoignage. En tant que maîtresse du temps, je me permets, il nous reste encore 2-3 minutes avant de conclure. Je ne vois pas de questions dans le fil de discussion, mais j'ai cru voir Madame Doué-Gossan lever la main en direct, en vidéo. Oui, je vais rapidement, en fait. Simplement pour dire qu'on a décrit une situation plus ou moins chaotique, mais dans cette situation, il y a une renaissance, justement, parce que nous sommes là aujourd'hui. Et c'est ça qu'il faut prendre en compte, le fait d'arriver à pouvoir exprimer ce qui ne va pas et de trouver une solution. Donc, moi, je suis plutôt dans ce process-là de dire, là, nous sommes en train de voir, en train de mettre en évidence sur quoi on peut mettre en place des plaidoyers, sur quoi on peut avancer.
Et cette loi pour moi, des personnes qui se sont déplacées, j'aime pas migrants, etc., déplacées d'un point A à un point B, et qui ait un lien avec les droits humains, pour moi, c'est un pas, même si ce pas est encore faible. Donc, c'est aussi cet espoir-là qui fait que nous, on a pu trouver des actions pour continuer à accompagner sur le volet emploi. Et donc, voilà, on est en mouvement et le mouvement se fait avec les hommes et les femmes, avec la partie civile et la partie étatique. Donc, il faut vraiment partir, comme vous dites, sur un plan d'égalité et de donner la parole à ceux qui sont sur le terrain et de professionnaliser les associations. Parce que si elles ne sont pas professionnalisées, même avec tous les efforts qu'on fera, ça restera un peu compliqué. Et je remercie le Val-de-Marne parce que voilà, vous mettez en place des actions vraiment qui accompagnent les associations et ça, c'est quelque chose qui est un plus pour pouvoir aller de l'avant. Merci. Alors, il reste 1 minute si vous voulez prendre la parole, Madame Sidibé. Effectivement, juste avant, je vois qu'on m'indique qu'un spectateur a levé la main. Il est tout à fait possible de poser la question par écrit. Je ne peux pas donner la parole via le micro au spectateur. Je vous laisse la parole, Madame Sidibé. Non, c'était juste pour rebondir par rapport donc aux actions que mène vraiment notre département, le département du Val-de-Marne, parce qu'on a eu à répondre à des projets la dernière fois, comment ça s'appelle, c'était pour la solidarité. Et donc, du coup, nous, on va mettre dès janvier 2021, parce qu'on va être financé donc par le conseil départemental, des ateliers d'informatique en fait pour tous les adhérents, surtout pour les migrants, parce que comme on a dit, comme ça, tout est dématérialisé. Maintenant, même pour avoir la CAF, il faut avoir une attestation et tout. Donc, nous, il y a le conseil départemental qui va nous mettre à disposition des ordinateurs et tout, usagés. Nous, on va en tout cas mettre en place cet atelier pour permettre donc à ces migrants, au moins, d'avoir des solutions, voilà, d'avoir un espace quand même pour pouvoir régler leurs problèmes administratifs. Voilà. En tout cas, on salue quand même vraiment le travail du conseil départemental qui aide beaucoup nos associations, surtout Arc-en-Ciel. Merci beaucoup. En tout cas, c'était très, très riche. Et vraiment, moi, en tout cas, nous, on se sent vraiment voilà, honorés que vous nous avez invités à ces instances, le forum, parce qu'on connaît l'importance réellement du forum et la place du conseil départemental et qu'on ait pu quand même parler même au nom d'autres associations val-de-marnaises qui abondent dans le même sens que nous. En tout cas, merci beaucoup. Moi, j'ai pris un réel plaisir vraiment à assister à ce débat et à participer. Merci à tout le monde. Merci à vous. Alors, je vais me permettre de conclure, étant donné l'heure et sachant que la gym continue et qu'il y a la plénière de l'après-midi juste après. En tout cas, nous remercions intervenants et spectateurs pour votre participation, attention et contribution. Nous arrivons donc au terme de cet atelier très riche qui permettra de nourrir la programmation du cycle de rencontres thématiques du réseau Migration et Citoyenneté, et ce, au plus près de vos besoins. Pour toute information complémentaire, n'hésitez pas à contacter le Forum, le Conseil départemental du Val-de-Marne ou encore le GISTI dont les coordonnées vont s'afficher à l'écran. Voilà, alors, voilà, vous avez les coordonnées. Je me permets également d'informer qu'à l'occasion de la Journée internationale des migrants, le Conseil départemental du Val-de-Marne a organisé un deuxième temps fort avec la mise en ligne d'un documentaire réalisé à partir des sources audiovisuelles des archives départementales qui donne à voir les migrations comme constitutives de l'histoire et de l'identité du Val-de-Marne de 1920 à aujourd'hui. Il sera disponible dès ce soir sur le site internet des archives, donc archives au pluriel, .valdemarne.fr.